Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition spéciale consacrée à l'offensive russe en Ukraine. Au 8e jour du début des hostilités dans le pays, 1 million de réfugiés ont fui l'Ukraine à destination des pays voisins, selon le haut commissaire des Nations Unies aux réfugiés Filippo Grandi. L'Algérie, de son côté, a annoncé le début de rapatriement de ses ressortissants. Un premier vol est à destination d'Alger. Son arrivée est prévue à 20h15 selon le ministère algérien des Affaires étrangères. Dans ce sillage, le ministère appelle les Algériens qui ont franchi les frontières ukrainiennes vers la Roumanie ou les pays voisins à prendre attache avec les services diplomatiques à Bucarest pour prendre les mesures nécessaires à leur inscription au vol de rapatriement. Ils peuvent le faire via le numéro vert mis en place, le 00 40 21 314 45 65. Je rappelle qu'un ressortissant algérien a perdu la vie depuis le début des opérations russes. Il s'agit d'un jeune étudiant, Mohamed Talbi, originaire de la wilaya de Tlemcen. Et la Russie a l'intention de poursuivre son compromis, son combat contre les membres des groupes nationalistes et qui commettent des crimes de guerre, a déclaré ce jeudi Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron. Selon un compte rendu du Kremlin, il a répété son exigence d'une dématérialisation et d'un statut neutre pour l'Ukraine avant d'avertir toute tentative de gagner du temps par les négociations ne mènera qu'à l'ajout d'exigences supplémentaires vis-à-vis de Kiev. Poutine a par ailleurs affirmé que la Russie a permis l'ouverture de couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation de plus de 5500 réfugiés d'Ukraine. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit vouloir négocier directement avec son homologue russe Vladimir Poutine, le seul moyen d'arrêter la guerre entre Kiev et Moscou, selon lui. Et l'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi par une écrasante majorité une résolution qui exige que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Sur les 193 membres de l'organisation, 141 pays ont approuvé le texte. 5, Russie, Biélorussie, Corée du Nord, Érythrée et Syrie s'y sont opposés et 35 se sont abstenus. Sofiane Barouti. À l'initiative de l'Union européenne et de l'Ukraine, le texte présenté à l'Assemblée générale des Nations unies s'articule autour de demandes explicites à la Russie afin qu'elle, je cite, retire immédiatement et complètement et sans condition toutes ses forces militaires d'Ukraine et condamne la décision de la Russie d'accentuer la mise en alerte de ses forces nucléaires. Moscou a pour sa part exigé le retrait de toutes les armes nucléaires du vieux continent ainsi que le respect de l'engagement du non-élargissement de l'Alliance atlantique vers ses frontières occidentales, notamment celles avec l'Ukraine. Le conflit de haute intensité prenant cours en Europe inquiète au plus haut point la communauté internationale. L'Algérie a exprimé par la voix de son représentant aux Nations Unies, Mohamed Nadir Al-Arbaoui, son attachement inébranlable aux principes et fondements de la Charte de l'ONU comme base du droit international et comme pierre angulaire de ce dernier. Partant de nos positions de principe concernant le renforcement du système multipolaire et sa préservation en adéquation avec notre engagement à promouvoir des rapports cordiaux entre les États sur la base du vivre ensemble et de la résolution pacifique des conflits ainsi que du respect mutuel envers les engagements internationaux et les garanties sécuritaires. Mon pays, l'Algérie, ne peut que se joindre aux efforts déployés et aux initiatives diplomatiques ayant pour objectif de faire baisser l'intensité des tensions actuelles et de mettre en place un espace de dialogue pour asseoir la coexistence pacifique afin de préserver la paix et la sécurité globale. 17 pays africains, dont l'Afrique du Sud, l'Angola, le Mali et l'Algérie, se sont abstenus. La Chine a fait de même et la Syrie ou la Corée du Nord se sont opposés au texte. Le représentant algérien a ainsi exprimé la ligne politique de son pays.
qui repose sur la résolution des conflits par les moyens pacifiques et politiques et son intention de soutenir les perspectives de désescalade dans le respect des engagements en vertu de la légalité internationale. Alger, centre du non-alignement, a déployé beaucoup d'efforts pour soutenir la paix et la stabilité dans l'espace afro-arabe et maintient son engagement comme acteur géopolitique de poids dans la perspective de la promotion d'un ordre global plus juste, respectueux de la souveraineté des États et de la volonté des peuples. Et sur le terrain, l'étau se resserre sur Kiev depuis le début du conflit. À l'image des autres villes de la capitale ukrainienne fait face aux défis de la résistance à travers les régiments réguliers et les volontaires civils. Le point sur la situation avec Amin Touta. Une capitale et un symbole. La ville de Kiev est désormais le point culminant du conflit russo-ukrainien en ce 8e jour d'opération militaire. À un moment où les troupes russes cernent la ville, des checkpoints et des barrages fixes dominent les principales rues. Selon plusieurs sources, les routes menant à la capitale ont été détruites. Depuis plus de 2 jours, des images satellites montrant des convois militaires russes s'approchent de la capitale. Certaines photos indiquent même des tanks à moins de 25 km de la plus grande ville du pays. Les nuits de Kiev sont marquées par les sirènes d'alarme qui précèdent les bombardements dans divers quartiers de la capitale et dont le système de défense ukrainien tente de détourner, notamment aux abords de la gare et les sites stratégiques. Moscou envisage d'encercler la ville avant un éventuel assaut, en dépit de la résistance ukrainienne composée d'unités régulières mais aussi des civils et des régiments de réserve, dans un contexte de tension médiatique entre la Russie et l'Ukraine. Et au moment où les yeux sont rivés sur Kiev et Kharkiv et les autres régions de confrontation, les deux parties se rencontrent à Brest en Biélorussie pour un deuxième round de négociations dans l'espoir de trouver une issue au conflit. Les combats sur le terrain font rage. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se félicite d'avoir contrecarré les plans sournois, selon lui, de la Russie qui a lancé l'offensive sur son pays, affirmant que le moral de l'ennemi se dégrade et que de plus en plus d'occupants fuient vers la Russie. Il se dit fier de la résistance héroïque des Ukrainiens dans une vidéo publiée sur le réseau social Telegram. Malgré le fait qu'ils soient des dizaines de fois plus nombreux que nous, le moral de l'ennemi se dégrade. De plus en plus d'occupants fuient vers la Russie. J'admire sincèrement les civils héroïques de Konotop, Bashtanka, Energodar, Miletopol et d'autres villes et villages d'Ukraine qui ne laissent pas passer les occupants, leur bloquant tout, bloquant les routes, les gens sortent au devant des véhicules ennemis. C'est extrêmement dangereux, mais quel courage! De son côté, la Russie dévoile son premier bilan de militaires russes tués dans l'offensive en Ukraine. 498 de ces soldats sont morts et plus de 1500 blessés. Déclaration du porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, lors d'un briefing diffusé à la télévision publique russe. Malheureusement, nous avons eu des pertes parmi nos camarades participant à l'opération militaire spéciale en Ukraine. 498 militaires russes sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Ces images à présent montrant un dépôt de carburant à Tchernihiv en Ukraine en feu. Après avoir été bombardé par les forces russes tôt dans la matinée, les réservoirs contiendraient 5000 mètres cubes de gazole. Et les forces armées norvégiennes ont envoyé des armes anti-chars à l'Ukraine par un avion de transport C-130J Hercule norvégien. Le gouvernement norvégien a décidé donc d'envoyer des équipements militaires et un soutien en armement en Ukraine. Et justement, pour parler de la situation sur le terrain, nous avons en direct avec nous via visioconférence Monsieur Bessam Tehan. Vous êtes professeur en géopolitique dans les grandes écoles. Bonsoir Monsieur Tehan.
Bonsoir monsieur, bonsoir. Alors, Monsieur Théan, nous voyons ces derniers jours l'appel aux Ukrainiens pour prendre les armes. Il y a quelque part un armement anarchique qui se produit. Cela ne va-t-il pas générer en quelque sorte une libanisation de Kiev? C'est vrai, c'est fort possible que ce soit une libanisation, mais il faut remarquer déjà que le président ukrainien est devenu un peu la mascotte des médias occidentaux. Alors, on dit n'importe quoi, il y a des fake news. Par exemple, quand on vous dit que on a essayé de bombarder le mémorial juif, c'est pas vrai. Hein, c'est que on a voulu bombarder la tour de télévision, mais pas le mémorial juif. C'est pareil aussi, on vous dit que les Russes ont essayé de bombarder la gare. C'est pas vrai, ils ont voulu bombarder le ministère de la Défense, mais ça a été détourné. Donc, il y a toute une campagne médiatique occidentale qui fausse un peu les nouvelles. Maintenant, on vous dit que l'armée russe perd, c'est pas vrai. Elle avance sur tous les fronts. Hein, ils sont en train de découper l'Ukraine en deux parties, d'encercler les villes. Alors tout le monde dit oui, mais ça traîne. Mais qui c'est qui vous a dit que cette guerre allait être faite en 3 jours? Hein? Il y a un peu un parti pris contre la Russie. De toute manière, euh, elle est malheureuse cette guerre, mais si Poutine ne l'avait pas entamée, déclarée, peut-être que ça aurait été les Ukrainiens, avec l'aide de l'Occident, qui se seraient attaqués Alors, à la Crimée et aux deux républiques russophones. Monsieur Théan, il y a des pourparlers, ils ont été entamés aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des pourparlers qui ont été entamés avec au menu un cessez-le-feu, alors que sur le terrain, on observe un renforcement occidental des moyens militaires en Ukraine. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Moi, je crois que ce que cherche l'Occident, c'est d'infliger une défaite à la Russie et à Poutine. Parce que dans ces négociations, ce qui est sur la table, c'est qu'il faut que les Russes se retirent de la Crimée et des deux républiques russophones qui ont été reconnues par la Russie. Donc, ça ne trompe personne. C'est-à-dire, ça ressemble un peu à ce qu'il y a eu avec Saddam Hussein et le Koweït. Ils essayent un peu maintenant que la Russie s'est engagée dans la guerre, de causer le plus de pertes et d'essayer de déboulonner Poutine. Ça, l'avenir nous le dira, mais il est clair que l'OTAN participe d'une manière indirecte. Et il n'est pas exclu, comme j'ai tweeté tout à l'heure, qu'il y ait une intervention directe par les républiques de la mer Baltique, c'est-à-dire de l'OTAN. La situation est très grave au niveau mondial, voyez-vous, et je pense que l'OTAN travaille, on sait même qu'il y a eu des islamistes terroristes d'Idlib de Syrie qui ont été envoyés pour se battre sous le nom de la Brigade internationale. Quelle appellation? La Brigade internationale, c'était la guerre civile d'Espagne. Et dans cette brigade, il y avait des forces de gauche qui allaient se battre pour la liberté. Tandis que là, oui. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Bessam Théan, d'avoir été avec nous en direct pour répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur en géopolitique dans les grandes écoles. Merci à vous. Merci à vous. Et les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, justement, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, ont débuté au 8e jour de l'invasion russe, a annoncé jeudi le conseiller de la présidence ukrainienne, Mikhailo Podolyak. Nous commençons à discuter avec les représentants russes. Les points clés à l'agenda sont un cessez-le-feu immédiat,
un armistice et des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils des villes et villages détruits ou constamment bombardés, a dit M. Podoliak sur Twitter, publiant une photo des membres des deux délégations à la table des négociations. Au bout du 8e jour de l'opération russe en Ukraine, les dirigeants occidentaux et russes tentent chacun de leur côté de défendre leur position. Côté américain, Joe Biden estime que les Russes sont isolés. Sergei Lavrov, quant à lui, accuse le camp occidental de comparer la guerre en cours à une guerre nucléaire. Safwan Ben Sabri. Le ballet diplomatique suit son cours même après le déclenchement de l'opération militaire russe en Ukraine. À défaut d'entrer directement en conflit sur le terrain militaire, les camps occidentaux et russes se font la guerre par déclaration interposée. Sergei Lavrov, boycotté aux Nations Unies, n'a pas pour autant cessé de défendre la position russe lors de son allocution télévisée. Le chef de la diplomatie russe accuse le camp occidental de jouer la surenchère et de comparer la guerre en cours à une guerre nucléaire. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que c'est dans l'esprit des politiciens occidentaux qu'une guerre nucléaire est en cours, et non dans l'esprit des Russes. Joe Biden, lui, agit dans une volonté d'isolement de la Russie sur la scène internationale en déclarant que les Russes se retrouvent seuls. 141 pays ont voté en faveur de cette mesure à l'Assemblée générale des Nations unies. Plusieurs se sont abstenus. La Chine s'est abstenue, l'Inde s'est abstenue. 7 pays se sont abstenus. Je crois que c'était le nombre. Ils sont seuls. Il est cependant à noter que les représentants de plus de la moitié de la population mondiale n'ont pas voté en faveur de la dernière résolution de l'ONU contre la Russie, alors que le camp occidental sous-entend une coalition internationale contre Moscou. Emmanuel Macron pense que le pire est à venir en Ukraine après son échange avec Vladimir Poutine, qui lui a fait part de sa très grande détermination à poursuivre son offensive, et ce, malgré les réprimandes occidentales. Et priorité bien sûr au direct, ces images qui nous parviennent en ce moment même de l'aéroport international d'Alger, des images, voilà, donc des images. En attendant, bien sûr, nos équipes sont en place pour attendre l'arrivée de l'avion à destination de Bucarest avec donc nos ressortissants, les ressortissants algériens à bord. L'arrivée de l'avion est prévue donc vers 20h15. Et l'Union européenne organise demain, vendredi, une réunion extraordinaire de ses ministres des Affaires étrangères avec leurs homologues américains, britanniques et canadiens présents à Bruxelles pour une réunion à l'OTAN consacrée à l'offensive russe en Ukraine par la Russie, a annoncé mercredi le chef de la diplomatie européenne. 30 ministres des Affaires étrangères de l'OTAN ont été convoqués pour cette réunion. Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN demain, nous travaillerons ensemble pour renforcer notre défense collective compte tenu du changement de la situation en matière de sécurité dans toute l'Europe. Nous attendons avec impatience nos discussions au niveau de l'OTAN pour tenter de prendre des décisions permanentes pour notre région, renforcer en permanence le flanc oriental de l'Europe, parce que la situation sécuritaire en Europe a changé et l'équilibre du pouvoir a changé. Nous devons donc procéder à des ajustements au sein de l'OTAN. Maintenant, nous devons faire des changements en se basant sur ce que nous voyons en Ukraine. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre des Ukrainiens et de ce qui se passe en Ukraine. Et nous devons adapter immédiatement la doctrine de défense de l'OTAN. Les capacités de défense doivent être renforcées. Les capacités de défense maritime doivent être aussi renforcées. Nous devons avoir plus de gens sur le terrain et les éléments de contrôle, de commandement doivent être renforcés.
Et les sanctions pleuvent sur la Russie depuis le début de ses opérations en Ukraine. Des sanctions qualifiées de crimes, mais aussi de folie par le président vénézuélien Nicolás Maduro. C'est un crime ce qu'ils font contre le peuple russe, une guerre économique selon Maduro qui a multiplié ces derniers jours les déclarations de soutien à un de ses rares alliés sur la scène internationale. Miren lo que están haciendo con Rusia. Regardez ce qu'ils font avec la Russie. C'est un crime ce qu'ils font contre le peuple russe. Une guerre économique. Ils les ont sortis du système SWIFT. Ils ont fermé leur espace aérien. Ils ont fermé toutes les liaisons commerciales. Ils ont fermé, interdit l'utilisation du dollar. C'est de la folie ce qu'ils font avec la Russie. Les guerres économiques doivent cesser, doivent prendre fin dans le monde. Le problème du monde doit être résolu par des voies diplomatiques et politiques préservant la paix dans le monde. Le Venezuela soutient fermement les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine et nous espérons des résultats favorables qui rétabliront la paix et la tranquillité dans cette région. Nous répudions les sanctions et les campagnes contre la Russie et défendons le droit du peuple russe et la liberté économique. Et après Facebook et YouTube, autour de Twitter de bloquer les comptes des médias russes RT, Russia Today et Sputnik dans l'Union européenne, conséquence d'une interdiction décidée par les États membres et entrée en vigueur, mercredi. Ces deux médias sont accusés d'être des instruments de désinformation de Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine, selon la décision des États membres de l'Union européenne. Et conséquence directe du conflit russo-ukrainien, la Russie et l'Ukraine étant deux principaux producteurs de céréales dans le monde, cette instabilité pourrait perturber l'alimentation de milliards de personnes dans le monde. Mohamed Ali Ben Chapen. Indispensable à la sécurité alimentaire mondiale, les cours des céréales ont atteint des niveaux records sur le marché des matières premières agricoles. Une situation atroce pour de nombreux pays dépend du blé russe, mais aussi du maïs ou du tournesol ukrainien. Depuis le début de l'opération militaire russe en Ukraine, les cours du blé restent sous haute surveillance après avoir dépassé le seuil de 340 € la tonne. À la bourse de Chicago, point de référence mondiale pour les céréales, les contrats à terme sur le blé s'établissent à 1 134 $ par boisseau, soit le prix le plus élevé depuis 2008. Redoutant une inflation mondiale, l'expert en agriculture Sébastien Abi commente. Tout le monde évoque à raison les conséquences pour le gaz ou le pétrole, mais la dimension agroalimentaire de cette crise ne doit pas être sous-estimée. La plupart des nations prudentes ont des réserves. L'Égypte, premier importateur mondial de blé, a par exemple indiqué pouvoir tenir 5 mois sur ses stocks. L'Égypte, premier importateur de blé dans le monde, achète chaque année quelques 10 millions de tonnes de blé sur les marchés internationaux. En 2021, 50% de ce blé proviennent de Russie et 30% d'Ukraine. L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient importent chaque année la moitié de leurs besoins en blé, soit environ 50 millions de tonnes. Cette région capte à elle seule le tiers des importations mondiales. L'Afrique subsaharienne est elle aussi concernée avec environ 15% des importations. En Europe, avec cette flambée des prix des céréales, la péninsule qui dépend à 64% des importations ukrainiennes va devoir diminuer sa consommation de pâtes et de pizza. Kiev exporte une grande partie de sa production de blé et de maïs vers la Chine, l'Égypte, la Libye, mais aussi la Tunisie, le Maroc et le Nigeria. Et ce jeudi, les cours du pétrole ont poursuivi leur hausse, toujours dopés par les incertitudes sur l'approvisionnement en or noir dans la foulée de l'opération militaire russe en Ukraine. Après avoir frôlé les 120 $ le baril dans la matinée, le Brent redescend à 110 $,09 le baril. Même scénario pour le WTI. Les prix du brut américain dégringolent à 112,95 $ le baril.
Une pluie de sanctions s'abat sur la Russie une semaine après le début de l'opération militaire en Ukraine par l'armée russe. Des sanctions qui touchent les domaines économiques, politiques mais aussi sportifs. Jeudi, le Comité international paralympique a décidé d'exclure les athlètes russes et biélorusses des Jeux qui démarrent vendredi à Pékin. Faisal Saleh. Le conflit russo-ukrainien s'apparente à un conflit dans un autre conflit. Les répercussions sont nombreuses et le sport en pâtit au passage. Après la suspension de la Russie de toute compétition internationale par la FIFA et l'UEFA et l'interdiction notifiée de la Bélarussie par l'instance mondiale, la FIFA, qui lui interdit de recevoir ses matchs à domicile. D'autres répercussions se sont suivies. Le propriétaire du club Chelsea, le russe Roman Abramovich, a décidé de mettre son club en vente. Au moment où le slogan No War ralentit un peu partout dans les stades occidentaux, l'UEFA a déjà mis fin à sa collaboration avec le russe Gazprom, sponsor officiel de l'instance footballistique. La commission exécutive du Comité international olympique plaide pour une non-participation des athlètes paralympiques russes et bélarusses. Nous avons une mission pour la paix, celle de contribuer à la paix par le sport. C'est inscrit dans la charte olympique et c'est un de nos principes fondateurs qui nous a été donné par Pierre de Coubertin. Le CIEP, le comité exécutif, a pris cette décision qui est conforme à la recommandation générale du comité exécutif et nous respectons donc pleinement cette décision. Sous la pression, le comité international paralympique a finalement décidé d'exclure les sportifs russes et bélarusses des Jeux d'hiver qui démarrent vendredi à Pékin. Dans un communiqué, le comité international paralympique a justifié son revirement par le fait que des équipes et des athlètes menacent à présent de ne pas participer. À ce lot de sanctions s'ajoute l'annulation du Grand Prix de Formula 1 de Sochi et celui du Saint-Pétersbourg prévu pour 2023. À se demander si les sanctions s'arrêteront là dans une crise russo-ukrainienne qui n'a toujours pas dévoilé ses dernières cartes. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur le dossier ukrainien. Dans le reste de l'actualité, cette dernière information en Libye, le deuxième gouvernement mené par le Premier ministre Fathi Bashara a prêté serment aujourd'hui à Tobruk. La nomination de Fathi Bashara, contestée par son prédécesseur toujours en poste, qui risque d'aggraver la crise politique alors que le nouveau gouvernement accuse l'exécutif en place d'avoir enlevé 2 de ses membres. L'ONU invite une nouvelle fois les 2 parties à éviter toute initiative susceptible d'accentuer les divisions et à plutôt rechercher un accord politique pour permettre la tenue des élections dans les meilleurs délais. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Amal Amzienne Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.